La guerre. Cette perpétuelle composition de l'homme dont le sang versé n'en enlise que la plus belle parcelle des vertus, dont tout homme semble fuir tout en s'y retournant vers elle. Dans cette nouvelle série, celle-ci sera au centre de nos réflexions. Tantôt la souffrance, tantôt le passage vers une nouvelle ère. C'est dans cette stratégie d'anéantissement de l'adversaire, par l'effort physique, comme dans la victoire sur les arts et sciences, que Karl von Clausewitz souhaite nous laisser prêter une certaine attention. Ne plus voir la guerre comme une immoralité désordonnant, voire déchaînant la plus belle barbarie humaine, mais plutôt comme un moyen d'arriver à une fin qui n'est que pleinement politique. Ne plus la voir comme une vision théorique, mais comme une méthodologie de terrain où le sens absolu du concept se réconcilie avec le vécu du guerrier pour plus de rapprochement avec l'objectivité, l'ingrédient de la science. Hanté par le verbe de Montesquieu, comme dans le sacrifice patriotique, ce jeune professeur prussien de l'école de guerre, ainsi que guerrier anti-napoléonien, a par son vécu voulu sacrifier la notoriété de son présent dans la foi en la postérité. Créer une conscience belliqueuse, mise à jour pour les stratèges des générations suivantes. Cela par le biais d'un ouvrage de l'allemand Von Krieg et qui se traduit en français de la guerre. Réputé par la simplicité du message comme l'incomplétude provoquée par la mort inattendue de son géniteur intellectuel, l'ouvrage de la guerre peut s'interpréter tel un manuel historique, politique, dont le déroulement d'un plan de guerre contemporain permet de nous rendre conscients de la correction des anciens comme la fondation d'une nouvelle ère civilisationnelle pour dépoussiérer l'éternité conceptuelle du guerrier. Pour se plonger un peu dans ce champ de bataille littéraire, Clausewitz a structuré son œuvre sous un ensemble de 8 livres, dont la raidure de l'ensemble fonde la matérialité de sa pensée. Elle se consacre par un premier livre qui aborde sur une compréhension de la nature de la guerre, puis un deuxième, qui par contre aborde plutôt ce qui relève du théorique dans la planification d'une guerre. Un troisième, où le sens de la stratégie est discuté avec une certaine profondeur. Le quatrième qui aborde le sens de l'engagement dans le processus de la guerre. Et de cet engagement se dérouleront les livres 6 et 7 qui discutent de la défensive puis de l'attaque. Ces deux derniers reposent sur une philosophie dialectiquement vécue entre ce qui relève des attaquants et des défenseurs, sachant même que les uns et les autres peuvent devenir l'incarnation des autres. Comme tout scientifique sur son objet, il y a une question importante que nous devons poser. Qui est Karl Schwytz ? Par questionnement subordonné, quelles sont ses idées ? Pour y répondre, nous allons entrecouper entre plusieurs parties cette présentation qui nous permet de nous réunir en cette soirée. En premier lieu, une biographie vous sera induite et suivie de la décortication de son ouvrage phare. Comme les règles sont imposées, d'abord une biographie, puis l'explication de l'œuvre comme j'avais fait précédemment avec la saga de Carl Schmitt. Pour Clausewitz, nous allons commencer par sa question biographique, sur la fameuse question qui est « Mais qui est Clausewitz ?» Eh bien, cela se passe en ce 1er juin 1780. Notre jeune Clausewitz voit le jour à Bourg. Bourg est une localité située proche de Magdebourg, dans une famille d'ascendance noble de Silésie. Le père, Friedrich Gabriel, étant le mari de sa mère et point son père natal, fut connu comme étant second lieutenant sous le règne de Frédéric II de Prusse, dit le Grand. Et encore plus loin, son grand-père fut un théologien ainsi qu'un pasteur luthérien. Donc on voit bien que Karl von Clausewitz a le sens aigu du savoir parce que son père, comme son grand-père, ont réuni à eux seuls le rôle de la théologie et du professorat, de l'enseignement de la parole donnée, comme le métier des armes et la représentativité de l'autorité qu'occupait son dit paternel.
Et en tant que quatrième de la fratrie, notre Karl, sera élevé par éducation de son père dans un rapport spirituel à la grandeur de Frédéric II. Par certaines pertes de titres de sa famille, ballotté pour des raisons historiques quelconques de génération, puis repris par une génération, et au final ne même plus savoir qui est titré ou simplement membre d'une famille, Clausewitz, par contre, se vit voir reconnaître son titre de noblesse à partir de 1827. Mais cela, nous allons venir un peu plus tard dans la biographie. À l'âge de 12 ans, il rejoint un jeune régiment de Potsdam. Donc vous voyez bien que pendant que nous, on s'amusait avec les copains, lui, dans la société prussienne qui est la sienne, se voyait déjà en tant que militaire. Il se voyait déjà sur les mêmes pas que son père, pour servir ce grand idéal prussien dont l'infinité du message n'en font que la plus belle des spiritualités. Le militaire fait déjà partie de sa préadolescence et le fondera au fil du temps. Dans l'année 1793, il fit son premier affrontement belliqueux face à un Français. D'ailleurs, dans De la guerre, il ne se cache pas de son sentiment anti-français que nous verrons prochainement. On remarque que dans cette période qui va débuter de 1792, donc c'est-à-dire à partir de ses 12 ans, jusqu'à la défaite prussienne de Jena en 1806 contre l'Empire napoléonien, il va y avoir surtout, et ce que la Prusse malheureusement par un excès de conservatisme ne prendra jamais en compte, par la Révolution française, il va y avoir des grands bouleversements, à la fois anthropologiques et techniques, et dans la manière d'être homme, et surtout dans la manière d'être homme dans la guerre. Plus précisément, après sa révolution bourgeoise en 1789, la France va entraîner l'Europe dans une nouvelle ère. Par le passage de la société d'ordre de l'Ancien Régime vers une société de classe, donc c'est-à-dire qui réclame plus de mobilité et donc beaucoup plus de participation populaire à tous les échelons de la société, la guerre va évoluer matériellement comme humainement, parallèlement et étant directement influencée par la dynamique de l'industrialisation. Sur le plan technique, comme sur le plan de l'énorme maillon de chaîne de production que sera l'homme. Ceci va abattre le paradigme ancien et millénaire de la guerre, qui est de recourir à une armée de métier dans des sociétés assez religieuses. Par contre, après 1789, on a recours à l'ensemble de la nation dans un cadre civique et surtout anticlérical. Ce qui va distinguer la morale religieuse de l'innovation technique de l'homme. L'éthique n'est plus dans le rapport entre guerriers sur un socle de valeurs, de chansons, de gestes à promotion chevaleresque. Désormais, elle disparaît par la simple volonté de mettre l'ennemi dans l'anéantissement, voire hors d'état de résister, pour lui imposer sa volonté. On a désincarné le sens religieux de la guerre, avec la conscience d'un péché originel pour la rationaliser, à un sens absolu qui amène à désosser par esprit de totalité l'adversaire. Et voir dans la guerre un moyen de se rendre compétitif pour les autres sphères de la société, pour la technologie, pour la guerre qui n'est plus représentée comme l'éternelle nature meurtrière de l'homme, l'éternel retour au péché originel et à la possibilité de rédemption. Désormais, on n'est plus dans cette ère-là. On est dans une nouvelle évolution vers un plus grand sens de l'élévation de soi, ainsi que la prospérité de ce qui fait nation. Voilà l'état civilisationnel dans lequel l'Europe s'oriente et nous amène ce que Clausewitz nous partage dans ses réflexions. Dans ses œuvres, il fut l'un de ceux à avoir dénoncé les dérives dans lesquelles la révolution libérale a provoqué sur les autres nations. Clausewitz avait gardé un comportement assez religieux, où bonté du sacrifice et la fidélité à Dieu résonnent de même portée vocale. Il garda un attachement dans une potentielle bénédiction du monde des âmes. Nous pouvons voir que par les nouvelles valeurs françaises, Clausewitz y met son patriotisme en hostilité à son rival ayant servi désormais un autre maître, celui de l'éternel homme républicain, l'homme rationaliste, l'homme libre parce que raison. Mais pour lui, le français s'associe à la corruption, parce qu'ayant bâti cette République des Lumières, tout en gardant une courtoisie pour le sens de la grandeur dont fait émaner le charisme de Napoléon. Et on le voit très bien que, malgré le fait qu'il soit très critique à l'égard des Français, par la corruption morale, par le fait d'avoir pris les armes contre l'œuvre de leur père,
il y reconnaît quand même un très grand sens de la grandeur et surtout une suprématie identitaire par l'universalisme des valeurs qui ne peut voir qu'exemplarité que pour plus de revanche. Et dans ce conflit de pouvoir entre l'ancienne noblesse française vaincue et la bourgeoisie victorieuse et au pouvoir, Clausewitz y a vu un manque de volonté de la noblesse à moderniser et réinventer leur statut de légitimité dans une société dont l'ère industrielle l'appelait à ses fondements. Des paysans comme des bourgeois, s'enrichissant de plus en plus, et de l'autre, une noblesse dont l'excès de tradition les a ensevelis dans l'emprisonnement à reculons, voire même dans un passé qui n'existe plus et dont ils ne peuvent plus en sortir. Et l'histoire évoluant contre leur volonté, n'ayant plus voulu, et bien désormais, les voici tels des fantômes de l'ancien monde. Néanmoins, le caractère contre-révolutionnaire de Clausewitz reconnaît malgré tout en la Révolution une certaine nécessité pour avoir une classe qui pousse plus à la modernité que l'ancienne. Et d'ailleurs, dans ses ouvrages, pour traduire de l'allemand au français, il ne dit pas classe, il dit des États. Parce que dans l'imaginaire allemand, les différents royaumes allemands qui se réunissent autour d'une monarchie élective, ce qui n'est pas le cas de la France, là où il reconnaît en la Révolution une nécessité, c'est que la France est bâtie sur un principe de naissance. Et ce qu'on reprochait aux gens avant 1789, c'est que tout se faisait par la naissance, et par le manque lié à des blocages institutionnels et à une question de privilèges, ils n'ont pas pu faire ces réformes qui ont permis, si vous voulez, ces nouveaux souffles pour la modernisation des institutions. Et Clausewitz, lui qui vient d'un univers plutôt méritocratique propre au monde germanique, eh ben, il a vu en la Révolution une nécessité d'un retour au peuple et surtout un retour à une certaine conception de la méritocratie. D'ailleurs, dès la Troisième République, en France, on voit très bien que c'est l'assimilation, le mérite et l'excellence qui font les trois valeurs du système civique républicain français. Et même si le monde ancien, si vous voulez, dénigre le nouveau monde dont l'argent est au centre, Clausewitz a quand même une opinion qui est assez particulière. Il voit en l'argent pas quelque chose qui fait la vie, pas quelque chose sur lequel on se centre au point d'oublier le sens même qu'on donne à notre propre conception. Il voit surtout l'argent, comme le papier souhaite le faire paraître, une forme d'outil, dans le sens où il sert de moyen pour arriver à des fins, et pas quelque chose qui soumet négativement toute ambition humaine. Pour cela, il dit ceci, je cite, « L'argent est à considérer comme un lubrifiant qui, réduisant les frottements naturels, permet une bien plus grande diversité et mobilité des forces. » Voilà, donc c'est une belle citation qui permet un petit peu de résumer les trois phrases précédentes. Et afin de clôturer ce petit épisode de contre-révolution que je souhaitais vous expliquer, on peut résumer le fait que Clausewitz part du principe que l'Allemagne n'a pas eu besoin de la Révolution, par le fait que la monarchie prussienne est avant tout une monarchie élective, qu'il a toujours constituée, pas de la naissance, mais sur une base méritocratique et élective par les princes des contrées. Mais aussi parce que les divers États allemands que constituait la Prusse étaient servis comme des formes de contre-pouvoir contre tout abus de pouvoir des plus hauts. Ce qui n'est pas le cas français, où que depuis Louis XIV, il y a quand même eu une sorte de centralisation des pouvoirs, et comme la France s'est toujours unifiée sur l'autorité de Paris et par l'église de Reims, et ben indirectement, la royauté a toujours voulu cultiver la ressemblance pour contrer cet excès de diversité que Fernand Braudel cite bien dans son livre, et qui fait que les Français n'ont jamais réussi à s'aimer ensemble tel quel. Ça a toujours été par une figure centralisatrice dont la symbolique et l'unité par le catholicisme a surpassé et réconcilié parmi toutes ces populations le profane local comme la centralisation civilisée. Et tel Tocqueville ou Hippolyte Taine par exemple,
Clausewitz montre une certaine hostilité à l'égard des intellectuels, en revanche, qui ont une philosophie abstraite, universalisée par les grands courants de la Révolution. La raison est qu'ils promeuvent, par l'excès, par la sacralisation du droit de l'individu sur l'intérêt de la collectivité, une certaine dépolitisation de soi, et qui fait triompher plus le droit atomique sur le crépuscule du devoir. Voire une culture vicieuse d'une déstructuration de la société, où tous les paradigmes qui font incarner la collectivité humaine tel un peuple, dans lesquels les lignées comme notre conduite s'enracinent, menacent de prendre fin. Et au sein de ces événements antérieurs, une philosophie plus profonde prend forme, en la personne de ce jeune stratège. Philosophiquement, Karl von Clausewitz base ses pierres fondatrices sur une vision unitaire des peuples et des lieux démographiques qui surmontent, par cohérence du cosmos, une réconciliation pleine et entière entre ce qui relève de l'historicité de l'humanité et l'universalisme de certaines valeurs. De plus, le sens de sa politique constitue le fait de réunir moralement la Prusse et principalement les jeunes inquiets mais confiants dans les armes. Il veut faire grandir cette nouvelle jeunesse dans un idéal assez libéral, mais antiparlementariste, voire antidémocratique, où la confiance populaire se comprend, voire se reflète dans une nature politique de l'État. Un peuple armé avec un État fort, légitime, dont les deux se bâtissent d'un seul tenant et tentent à se ressembler de plus en plus contre les menaces extérieures et faire de la société politique une surface géostratégique basée sur les armes où l'instinct de survie porte les marqueurs défensifs d'une souveraineté de l'État. Dans l'imaginaire germanique, il y a toujours eu une confusion subtile entre le peuple et un sens de la pureté humaine, qu'on peut interpréter avec une homogénéité ethnique, comme la menée à bien de la qualité du corps social dans la société. Pour un peu simplifier ce qui est dit, Clausewitz ne voit la tranquillité, le patriotisme, comme les plus grandes vertus dans une fusion entre le peuple, les armes de guerre et les armes de guerre, dont leur reflet permet en une seule identité ce qui fera la forme de la politique du gouvernement, voire la description fouillée de ses objectifs vitaux comme futurs. Cette nouvelle philosophie politique montre une plus grande apesanteur populaire, dont le rang d'armée sont 2 fois plus nombreux que le personnel de l'État. Mais c'est vrai qu'en face à ce nouveau paradigme que Clausewitz met en avant, ce qui peut hanter les esprits sur les potentielles possibilités, voire même circonstances, c'est que la population 2 fois plus nombreuse que son personnel d'État finissent par faire un putsch quand l'envie les emporte. Et bien dans ce cas de figure, Clausewitz dit que l'État peut choisir des personnes fortes, connues par proximité occasionnelle et vénérées par la puissance populaire. Et par cette vénération présente dans l'institution suprême, on pourra dire de cette vénération qu'il peut faire un pont de confiance entre un État et son peuple. En se sédimentant de toute cette construction mentale et face à ces grands tournants, Clausewitz rencontrera sur son chemin celui qui sera son père spirituel au sein de ce monde en armes et belliqueux. Le nom de ce père spirituel s'appelle Gerhard von Scharnhorst, qui sera à la fois son mentor spirituel, dans le sens où ce sera la personne qui lui fera prendre conscience, stratégiquement, des grandes innovations militaires françaises suite à la mutation sociopolitique, voire anthropologique de la Révolution française. Et parallèlement, par rapport à une France qui ne fait que s'innover militairement en même temps que sociétalement, le clivage prussien se base sur une confrontation féroce entre ceux qui relèvent des conservateurs, donc du côté de l'empereur, de la nostalgie monarchique, et les réformateurs qui, eux, veulent innover et aller de l'avant pour avoir sa place sur la sphère internationale de l'avenir. Et parmi ces 2 offres politiques, provoquant à la fois des tensions, voire même des guerres au sein du même fondement, Clausewitz décida de faire partie du camp politique des réformateurs, tout en gardant l'ambition de l'unité dans les armes.
Il comprend que c'est par la modernisation militaire qu'on arrivera à mieux combattre l'Empire français et libérer la Prusse de son emprise. Un peu plus tard, le jeune Karl fera la connaissance de Gneisenau. C'est un militaire originaire de Saxe, et c'est celui avec qui Clausewitz va réorganiser l'ensemble de l'armée prussienne pour prendre la revanche suite à la lourde défaite à la fois physique et morale que les Prussiens se verront infliger à Iéna en 1806, qui a non seulement abattu physiquement l'armée, mais a surtout causé une désunion du peuple prussien. Un partage immoralement égal entre ceux qui se sont rangés du côté de Napoléon au nom des grandes idées nouvelles et les autres qui ont pris parti pour le tsar de toutes les Russies. À peine sorti de l'école de guerre, par l'intermédiaire de Scharnhorst, Clausewitz fut nommé aide de camp du prince Auguste de Prusse. Et au moment où le siècle XIXe commence, quand ces 4e années viennent à s'achever, le temps de l'amour fut venu pour le jeune aide de camp. Après sa nomination, par un chemin semé d'embûches, Clausewitz tombe amoureux d'une jeune femme, Marie van Brühl. Un amour dans les rédactions des lettres, comme dans le partage des authenticités de parcours. Ce jeune stratège y montre une vive émotion et sensibilité pour cette Marie. Mais au commencement, alors que le mariage était sur le point d'en devenir un de leurs projets, Clausewitz fut assez mal accueilli par ses futurs beaux-parents. Pour quelle raison, allez-vous me dire ? Parce que, factuellement, une grande fille de noblesse ne se mettrait pas avec un simple petit aide de camp qui n'est même pas nommé. Sachant que la famille Clausewitz, d'après certaines sources, ils ont perdu quand même depuis quelques années leur titre de noblesse. Ils ont pignon en Silésie, mais pas noblesse en ce présent. Et c'est ça qui va créer un peu de mal avec les futurs beaux-parents. Cette famille de comtes, dont le sens du titre et le sens de l'exigence n'en sont que une barrière à l'entrée pour notre jeune aide de camp. Mais par les vagues du temps qui guérissent les blessures, la patience comme la persévérance leur offriront récompense, et les deux inséparables se marieront 7 années plus tard. Dans la passion pour la culture, la musique, l'art, tout au long de leur petite aventure, Marie va surtout faire biberonner son mari à toute cette tendance. Par contre, lui, qui ne restait qu'un obsédé de philosophie et d'histoire, avant et après leur mariage, et dont la moindre parcelle de temps est retrouvée dans son livre, en y mettant un sens civilisationnel, voire artistique de la guerre, mais Clausewitz sentit intérieurement une certaine contradiction. Une contradiction qui montre une tristesse de faire vivre celle qu'elle aime, sans pouvoir lui donner d'enfant par indisponibilité, voire de l'autre, une pleine joie par la quête de vertu dans ses escapades militaires ainsi que ses avancements. Et à partir de 1805, et c'est là où ça devient plus intéressant, ce qui est une date clé pour la carrière intellectuelle de Clausewitz, c'est la première fois qu'il rédige un article. Son premier article qui se structure sur une réfutation des théories des anciens stratèges militaires, dont un certain von Bülow. Et en fait, il réfléchissait, il faisait une contre-réponse à l'ouvrage qui s'appelait, je pense, Théorie de la guerre moderne. Et dans ce fameux texte assez critique, Clausewitz reproche à von Bülow une trop grande prévisibilité comme une trop forte déconnexion par esprit de théorie mathématique de la véritable guerre. Il lui reproche son incrédibilité, son manque de factualité, voire même le manque de prise en compte de l'incertitude que promeuvent l'imprévu des événements d'une guerre. Et tel Montesquieu en son verbe, Clausewitz se sert du terrain pour réconcilier le sens absolu du concept, les probabilités liées à la planification des connaissances, comme la fin politique. Avec toute cette incertitude, les réconciliant comme caractérisant
la perpétuité symbolique de la guerre. L'an prochain, en 1806, à la veille de ce qui constituera le pire épisode du XIXe siècle prussien, Clausewitz fut participant à la bataille de Jena-Auerstedt. En ces événements, il finit par être capturé et fait prisonnier en France et à la fois en Suisse pendant une longue et pénible année. Cet épisode de sa vie sera la première pierre que Clausewitz va faire poser et faire entamer sa première ambition qui est d'être plus pragmatique sur le champ de bataille et travailler sur une nouvelle méthodologie pour la réforme des armées. Et c'est cela, comme je vous l'ai dit tantôt, de sortir un petit peu, dépoussiérer le meuble prussien de son excès de conservatisme dans lequel il s'est enfermé depuis des années et sur lequel l'inégalité, malheureusement, ne fut pas en sa faveur et au profit d'une France qui n'était que croissantiste sur le plan des secteurs de la société. Et Clausewitz a ses pleines ambitions pour retourner à un principe d'égalité et d'un sens de l'équilibre entre une France qui est assez suprémaciste, comme une Prusse qui n'est pas expansionniste dans sa nature, mais dont le bassin démographique assez homogène permette, avec les pays limitrophes, un sens de l'équilibre pour contenir le fameux empire. Et désormais que la 6e bougie du XIXe siècle touche à son finissement, la période des réformes annonce leur naissance. En s'étendant de 1807 à 1811, pour la Prusse défaite, mais aussi des tensions entre groupes politiques de l'époque. Comme disait Talleyrand, ne se fâche pas avec moi qui veut. C'est vrai. Par l'ambitieuse volonté de réforme que Clausewitz fait avancer avec droiture et exemplarité, les conservateurs y virent un danger. Celui de voir les réformes qui sont tant transformatrices en changeant la nature même de l'État historique. Mais l'année 1810 à 1811 va faire écarter provisoirement cette monstrueuse âme innovante, puisque Karl von Clausewitz fut nommé instructeur à une toute nouvelle école militaire, dont ses réflexions comparatives entre la réforme et les conflits européens précédents attisent la curiosité intellectuelle par de nombreux stratèges. Dans la même année, en 1811, la destinée de Clausewitz le conduit à être désigné comme nouvel instructeur militaire du prince héritier. À ce poste nouveau pour lui, il participe à la commission chargée d'élaborer les nouvelles dispositions concernant l'armée. En plus d'avoir l'amour qu'il appelle pour l'organisation de son mariage prévu également en 7 ans, comme quoi cette année va être pour cet être assez sentimentale avec sa fameuse épouse, celle du temps de l'accomplissement d'un homme dans la guerre comme dans l'amour. Il en a grand besoin pour ce à quoi il devra faire face en 1812. Même si 1811 fut une violette posée comme paix sur le sentier battu quotidien, Clausewitz va prendre la décision avec d'autres camarades de guerre de combattre l'Empire français, et cela en rejoignant le camp des Russes, contre les ordres des hautes autorités qui se sont rangées du côté de Napoléon, et encore pire. Voici que les Prussiens se retrouvent mêlés, à contribuer à ce qui sera l'épisode le plus tragique de Napoléon, l'une des plus grandes défaites de son temps, la campagne de Russie. Cette occasion servira à combattre sans soumission les troupes françaises, occupant le pays prussien, comme honorer le peuple et le rassembler physiquement comme spirituellement lors de la revanche à la bataille de Leipzig en 1813. Réunir la Prusse en sa jeunesse par le militaire, comme dans le lendemain d'une victoire aussi lourde, telle qui en efface la pesanteur morale de la défaite survenue 7 ans plus tôt. Pour revenir sur quelques dictions précédentes, c'est dans cette campagne de Russie que la compétence analytique de l'intellectuel va se combiner avec le sens du combat. Clausewitz observe, calcule, se laisse emporter par la subjectivité de l'instinct comme dans l'intensité des événements. Par une imprévisibilité, afin de créer l'empirie, assortie à la fameuse théorie tant promue, tant émise, et n'ayant eu jamais jusqu'à présent une telle démonstration pragmatique, surtout en ces temps d'innovation.
Mais encore, les allées et venues des troupes vont constituer le véritable objet d'étude pour ce jeune stratège. En observant, il comprend. Et en comprenant, il agit. Ceci va contribuer à un tournant assez important pendant cette campagne de Russie. Parce que Clausewitz, non seulement fut celui qui va mettre au goût du jour une nouvelle méthodologie de la guerre, mais il fut surtout celui qui a réussi à influencer le tournant qu'on connaît tous vers la défaite française en Russie. Il réussit à convaincre Jörg von Waterburg, qui avait collaboré avec Napoléon, et Clausewitz l'a convaincu de rompre toute alliance avec l'Empire. À une autre conférence, qui réunit énormément de représentants pour libérer la Prusse, cette rupture tant demandée par Clausewitz fut officialisée. Elle laissera le champ au général russe, Wittgenstein, sous les ordres duquel Clausewitz servit et combattit contre Napoléon. Et bien sûr, lors de la grande année de libération, en 1813, le véritable appel de l'histoire a retenti. Les Prussiens foncent contre Napoléon pour lui livrer bataille à Leipzig. Sortis victorieux, les Prussiens collaborateurs côté français rejoignent leurs frères et se retournent contre Napoléon. Mais au moment où la libération arrive et que les grandes élugorées et élucubrations morales des vainqueurs arrivent, le roi Frédéric Guillaume, troisième du nom, qui fut l'héritier du trône après la libération, révolu par la collaboration du côté russe, demanda à ce que Clausewitz reste en uniforme russe pour haute trahison. Mais, meurtri par la perte de son frère d'armes Skarnost à Lutzen, dans le déroulement des combats, Clausewitz ira se faire nommer conseiller de Blücher pour les campagnes militaires suivantes de 1813 à 1814. Ces 2 années signeront le grand épisode pour l'ère prussienne qu'on appellera la guerre de libération. En 1815, finalement, il fut nommé colonel et réintégré dans l'armée. Et comme je vous l'ai dit, tel l'enfer pavé de bonnes intentions, le temps guérit les choses. Aussi rapidement qu'il fut nommé colonel et réintégré, il est nommé chef d'état-major auprès du général von Thielmann pendant la guerre de coalition, où la fin de la période des 100 jours touchera à sa fin pour Napoléon, jusqu'à lui refaire face lors du dernier effort décisif à la bataille de Waterloo. Mais cela aurait été trop beau, malheureusement, mais pour des raisons exceptionnelles, Clausewitz ne put pas accomplir son sens de gloire parce qu'il ne sera pas participant à la fin de l'ère française sur l'Europe. Mais en rentrant du front, il en gardera du stress, des événements traumatiques, mais une clarté sur la manière dont la révolution technologique a changé la nature de la guerre. C'est pourquoi, après plusieurs essais de repos, il se consacrera à la rédaction d'un manuel de réflexion de 1815 à sa mort prochaine en 1831. Après un retour à la vie normale, sa carrière à l'école de guerre à Berlin débutera 3 années plus tard, en 1818, jusqu'à y rester aux commandes pendant une bonne douzaine d'années, puis il abandonne ses fonctions. Suite à un appel de l'armée, comme quoi les souvenirs nous rattrapent toujours, et cela pour retourner au charbon face cette fois-ci à l'insurrection polonaise qu'il y a eu en 1830, la fameuse grande révolution polonaise qui va échouer malgré tout, mais qui sera le dernier épisode belliqueux que Clausewitz connaîtra de son vivant. Et la rédaction de son œuvre, retournée dans les poussières par absence, sa destinée le rappelant aux devoirs historiques et militaires, voire l'expérience et l'abnégation qui lui feront rester près des siens. Ceci constituera un nouvel obstacle, parce que non seulement il retrouve la nostalgie de sa grandeur, mais le voilà dans la confrontation, dans l'aspect limité de ses moyens, à une véritable épidémie de choléra qui va frapper la région. Clausewitz fut invincible dans la tranche du sang, par le fer à travers l'Europe, mais ne survivra pas à la maladie. Peu après Gneisenau, qui fut emporté, il mourra à son tour à la mi-novembre en 1831 de cette même maladie.
Et sur ce chemin, pétri d'obstacles, spirituels comme physiques, qui a caractérisé l'âme en son corps, Clausewitz y montra une belle démonstration géopolitique par son analyse intuitivement juste de ce que représente la France face à son grand giron qu'était la Prusse et aujourd'hui l'Allemagne. Il véhicule une vision européenne dans laquelle la France et l'Allemagne fonctionnent, sans prendre en compte l'Angleterre qui est plutôt sur les mers, telles des sœurs se disputant le monopole de la grande part du gâteau. Il qualifie la France de trop grande, trop méprisante par l'instinct suprémaciste qu'elle a induit et fait nourrir par les grands philosophes de l'abstraction depuis le XVIIIe siècle. Cette confusion entre une portée philosophique morale à l'universel et de l'autre un rapprochement d'une plus grande vertu, tandis que la Prusse victorieuse comme vaincue est celle qui, par la délimitation des pays les séparant, fonctionne tel un contrepoids pour permettre un sens de l'équilibre européen. Une France menaçante à tout moment et une Prusse en pleine reconstruction et se rapprochant de l'égalité, une équité militaire au nom de la recherche d'un sens de l'équilibre, voire de stabilité humaine, politique, sur le vieux continent qu'est l'Europe. Que ce soit du Rhin, la vieille Rome du Nord, ou encore la fameuse Venise du Nord qui est inculquée par Bruges, et plein d'autres garanties en tragédie. La hantise de nos plus vieux voisins enchante perpétuellement la modernité de nos méfiances présentes. Elle continue de bercer les consciences élitaires comme populaires, tel un rêve où la distinction réconciliée par la cohérence du tout veille et garde. Pour conclure et faire un véritable résumé de l'exception qui régit l'intensité de son parcours d'intellectuel ainsi que de militaire engagé, je le vois qu'au travers d'une belle phrase qu'il se dira à lui-même peu avant de partir de notre bas monde, « Je n'ai pas assez travaillé pour connaître le repos et ne me sens pas assez fatigué pour aller dormir. » Voici ce que nous pouvons retenir de ce grand vécu de Clausewitz. Je vous laisse sa méditation. Désormais, comme vous l'attendez tous, on va se plonger dans le vif du sujet, dans sa pensée, comme l'effort humain qu'il nous laisse dans la force lettrée de ses idées politiques. Et à commencer en guise de première partie, nous allons entamer ce qui relève de la nature de la guerre. À bientôt.